De Cape Town en Afrique du Sud à Alexandrie, en passant par Kinshasa, Brazzaville, Dakar, Douala ou encore Rabat, vous êtes des millions à nous suivre après de longues semaines d'absence. À toutes et à tous, bonjour, bonsoir, c'est Solon et bienvenue en RDC à travers ce magazine 7 jours en RDC qui est une production de 24 News Agency diffusée sur Business 24 Africa, la chaîne panafricaine spécialisée en économie et développement. Sarah Kayeye est mon nom. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de 7 jours en RDC et nous vous disons merci de nous accepter chez vous. De quoi sera constitué ce nouveau numéro? Sans plus tarder, le sommaire. Le projet de budget 2024, le coût de la gratuité d'accouchement, le cours de change, les informations chiffrées, ce sera dans RDC en chiffres avec Ravanelli Toumba. Faire de tout Congolais un contribuable dans un pays d'environ 100 millions d'habitants avec seulement 300 000 contribuables, tel est le cheval de bataille de la DGI qui lutte à maximiser les recettes de l'État. Dans ce numéro, nous abordons le sujet avec M. Mac Makadi, chef du bureau à la DGI. Éco-cadrage nous emmènera dans l'univers cinématographique, une industrie prometteuse en RDC, mais où beaucoup reste encore à faire. Plongeons dans le Congo profond au Maïndombe où la vente de crédit carbone s'avère une solution face aux multiples problèmes de la province. Préparer la population à la protection de la forêt, un grand reportage à suivre dans ce numéro de votre magazine. Nollywood, Hollywood, Bollywood, la RDC pourrait se doter d'une de ces grandes industries cinématographiques vu son potentiel culturel et contribuer ainsi à son économie. Cependant, le pays traîne encore les pas. Rien n'échappe à l'économie, c'est la rubrique éco-cadrage avec Benny Tabi que nous allons suivre et revenir tout juste après. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique Éco-cadrage qui parle aujourd'hui de l'industrie cinématographique en République démocratique du Congo. Depuis ses débuts, le cinéma a toujours été considéré comme un moyen de divertissement. Pourtant, dans son évolution, le 7e art est devenu un secteur très dynamique de croissance économique mondiale. Le cinéma dans le contexte RD congolais, ses enjeux, ses percées, ses obstacles, ses perspectives, nous en parlons aujourd'hui avec notre invité qui s'y connaît très bien. La RDC est un pays au potentiel culturel très riche. Pourtant, le pays tarde à prendre son envol quant à l'industrie cinématographique. Qu'est-ce qui explique ce ralentissement? Comment le pays peut-il exploiter son potentiel pour s'octroyer une place sur l'échiquier international? Tout de suite, des réponses avec notre invité, M. Luc Ambrosio. Bonjour M. Luc Ambrosio. Bonjour Madame Benny. Et merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Luc Ambrosio est producteur à une agence cinématographique congolaise, Tosala Film. Monsieur Luc Ambrosio, tout de suite dans le vif du sujet, comment peut-on considérer le cinéma comme une valeur ajoutée pour l'économie? Puisque souvent quand on parle de cinéma, on voit culture et tout. Comment ce cinéma peut devenir une valeur ajoutée pour l'économie d'un pays? Merci beaucoup. Certes, le cinéma, comme vous avez dit, c'est l'aspect culturel, mais le cinéma, c'est aussi un vecteur économique. Parce que si nous regardons de pays comme les États-Unis, le cinéma, c'est beaucoup de milliards de dollars américains et c'est une industrie qui engage plusieurs milliers de personnes. Et c'est à travers les cinémas également qu'on parle d'une société, d'un comportement. C'est-à-dire quand vous regardez des films, par exemple le film que nous appelons Rambo, aujourd'hui ça nous a donné l'image d'une force armée américaine, du fait qu'il y a un militaire qui descend. Et derrière ça, c'est une économie, c'est une publicité sur l'armée américaine. Et cette publicité permet à d'autres également partenaires de vouloir venir peut-être signer indirectement avec l'armée américaine pour des formations et autres. Donc le cinéma permet à un pays de pouvoir vendre son image, vendre le côté touristique. La France aujourd'hui, c'est grâce aussi au film que nous regardons tous ces endroits. Donc le cinéma est un secteur vraiment sur le plan économique important parce que en même temps au niveau même de la vente, parce que si vous regardez aux États-Unis, un film peut être produit à 10 millions, mais en termes de vente ça fait 100 millions de dollars parce qu'au niveau international dans des pays développés, il y a toute une structuration. C'est-à-dire qu'il y a des salles, il y a des distributeurs et aujourd'hui avec les streamings, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens payent pour avoir des abonnements mensuels pour suivre des programmes, des séries ou de films. Et cela génère beaucoup d'argent dans ces pays industrialisés qui ont quand même un secteur industriel bien structuré,
Fort malheureusement, le nôtre, ce n'est pas encore le cas en RDC, mais nous nous battons effectivement pour que nous puissions structurer et industrialiser le cinéma. Ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas encore structuré. Mais concrètement, qu'est-ce qui est fait jusque-là? Dans quel état se trouve cette industrie cinématographique en RDC? Le secteur est en mal. Il y a des entreprises qui naissent et qui se battent pour pouvoir placer l'industrie, telles que Tosala Film, créé depuis 2014 par Emmanuel Loupia. En fait, le besoin cinématographique au Congo il existe. Si nous regardons nos théâtres populaires, avec tous les acteurs, les gens consomment le cinéma. Et au Congo, les gens aiment le cinéma. C'est-à-dire les gens aiment suivre le cinéma. Mais après, mettons, c'est la structuration. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des distributeurs pour qu'on ait des salles, par exemple. Et il faudrait aussi, non simplement cela, qu'il y ait un accompagnement, on peut dire indirect, aussi de l'État congolais pour permettre un peu cette structuration. Nous, par exemple, à Tosala Film, nous avons deux champs de bataille. C'est-à-dire qu'au niveau local, comment on peut faire consommer notre propre cinéma et que le Congolais puisse acheter un film ou une série ou qu'il puisse s'abonner quelque part pour suivre. Heureusement, aujourd'hui, je peux vous rassurer avec l'heure numérique, avec différentes plateformes de streaming, cette culture commence à naître au chef du Congolais. Et les Congolais cherchent des contenus intéressants. C'est là pour nous maintenant, à ce niveau-là, et tant qu'entreprise des productions, nous devons commencer à proposer des contenus qui répondent aux besoins. Donc l'industrie n'y est pas, mais aujourd'hui, avec certains paramètres économiques, ça peut nous permettre de pouvoir avancer. L'industrie n'y est pas, les besoins du Congolais, c'est ce que j'ai retenu. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que cette industrie ne puisse pas prendre son envol comme il se doit comparativement à d'autres pays d'Afrique? Avec Nollywood, on peut voir qu'il y a de l'évolution, qu'il y a du travail. Quels sont les freins qui font en sorte que ce secteur ne puisse pas prendre son envol? Il y a beaucoup de freins. Par exemple, nous, je prendrai beaucoup plus l'exemple de notre Tosala Film. Pour produire une série télé, ça coûte beaucoup cher. Donc, tu ne peux pas investir 100 000, 200 000, 300 000, 1 million sur un projet sans avoir un retour sur investissement. On investit pour avoir un retour. Comment le secteur cinématographique on gagne? C'est par rapport aux salles. Quand les gens payent pour suivre le film. Ça veut dire que moi, quand je produis, il y a des distributeurs qui veulent acheter mon film parce qu'ils vont communiquer, les gens vont acheter et lui va faire aussi de bénéfices parce que la salle sera pleine. Ça, c'est le premier secteur. Est-ce qu'au Congo, nous avons beaucoup de salles? Non, nous n'avons pas beaucoup de salles. On n'a pratiquement jamais eu plus de 10 salles. Donc ça veut dire que déjà sur ce point-là, on ne gagne pas. Alors, deuxième aspect, à l'époque, c'était la vente des CD à l'époque. Mais ça n'existe plus. Nous sommes maintenant au niveau de streaming. Déjà, notre pays, c'est l'Internet. Ça veut dire que la personne peut payer. C'est généralement pas trop cher. Si on prend par exemple Netflix, ça coûte à peine 5 à 10 $. Mais la personne peut payer. Mais après, maintenant, c'est la connexion Internet. La connexion Internet est assez coûteuse encore au pays qui ne permet pas aux gens de pouvoir avoir cette facilité de payer, de suivre pratiquement le programme. Donc, en termes de business model, notre pays ne favorise pas forcément cette évolution du cinéma. Mais il y a quand même des bons indicateurs. Le bon indicateur, comme je le dis, c'est cette culture que nous commençons nous à avoir, de pouvoir suivre des choses en streaming. Et les entreprises aussi, aujourd'hui, des distributeurs de réseaux ou d'Internet, commencent aussi à diminuer sensiblement leur coût d'Internet. Ça veut dire que nous, c'est un indicateur intéressant. Ça veut dire que dans les prochaines années, les gens auront facilement accès au streaming. Et aujourd'hui aussi, quand nous regardons, il y a quand même des salles qui commencent à naître de gauche à droite. C'est-à-dire que toutes ces salles, s'ils commencent à avoir 2-3 salles parce qu'ils ont un business qui marche, les gens commencent à payer pour suivre. Donc, c'est un indicateur pour nous rassurant. C'est pour ça que nous, Tosala Film, on s'est vraiment lancé. Après, pour le série télé, par exemple, il faut avoir un diffuseur, une chaîne qui paye pour avoir votre contenu qui doit passer. Et dans notre pays, la plupart des chaînes, tellement les gens ne payent pas l'abonnement, par exemple, la chaîne des TNT, donc c'est compliqué à ces chaînes-là d'avoir des moyens pour payer des productions, pour avoir des contenus. Alors, heureusement, avec certains partenaires comme Canal+, il y a des chaînes qui arrivent. Je me permettrai de citer des chaînes, c'est votre partenaire comme Maboki TV,
qui est un diffuseur, qui commence aussi à coproduire avec des entreprises comme nous aussi. C'est pour ça qu'on a produit la série chez Coco. Ça veut dire ils mettent le moyen, nous mettons le moyen. C'est-à-dire que nous ne dépensons pas à 100% et nous sommes sûrs qu'on aura aussi un petit peu de retour de financement. Donc les secteurs n'est pas encore stable, mais les indicateurs de performance, d'amélioration commencent à venir. Étant vous-même du domaine, pensez-vous qu'un investisseur étranger pourrait être attiré par notre pays, par la RDC, pour investir dans le domaine du cinéma? Oui, nous-mêmes déjà, excusez-moi de parler, je parlerai beaucoup de nous tous à la film, c'est cette bataille qu'on a fait pour intéresser des productions internationales de venir. Par exemple, un film que nous avons fait l'exécution, la production exécutive IMA, qui est le film des Dadju. C'est un film où on a intéressé ses producteurs de venir, et lui-même étant que fils du pays, il était très intéressé que ça tourne au pays. Mais pour nous, c'est un indicateur intéressant parce que rien que pour ces films, ça a rapporté au niveau du pays plus de 700 000 $ et ça a pu engager plusieurs centaines de Congolais qui non simplement été payés, ont eu une expérience internationale sur comment un film professionnel s'y passe. Donc à part ça, nous avons réussi, parce que nous avons coproduit l'entreprise Tout ça la film, un film qui s'appelle Augure, qui d'ailleurs a été primé au Festival de Cannes. Bravo. Ça aussi, merci beaucoup, ça a permis aussi d'apporter plusieurs centaines de milliers de dollars au pays et engager encore des centaines de Congolais sur ça et aussi être cette vitrine pour les acteurs congolais. Donc ça veut dire, s'ils sont venus, aujourd'hui, IMA a été pendant au moins, si je ne me trompe pas, 1 mois et demi ou 2 mois, primé au box-office en France. Ça veut dire qu'ils ont gagné. C'est venu tourner au Congo. Le côté qui a intéressé les gens, c'est tourner au Congo. Et c'est un beau pays. Et c'est ça qui a fait aussi ces touches, à part l'acteur principal qui était Dadju. Mais ça a donné. Et Augure aussi, c'est côté Congo, africain, ça intéresse beaucoup les gens. Donc, un investisseur qui vient au Congo ne va jamais regretter. Tout à l'heure, vous avez parlé des chiffres. Je suis très intéressée par les chiffres. Alors, avec l'environnement fiscal peu clément, c'est un secret pour personne, dans lequel évoluent les entreprises au Congo, quel est le coût moyen pour la production d'un film? Alors, étant entrepreneur, nous sommes dans l'obligation de payer la fiscalité. On doit impérativement pour que le pays se développe. Mais après, c'est vrai qu'il y a des fois une surfacturation qui arrive. Et c'est pour cela, nous, dans Tout ça la film, Emmanuel Loupia et moi également, nous travaillons avec une équipe spécialisée en fiscalité qui nous conseille, qui nous oriente et qui nous évite effectivement tous les taxes qui ne sont pas répertoriées, un peu par des gens qui viennent pas pour la caisse de l'État, mais pour leur propre compte, mais ils mentent avec des choses qui ne sont pas vraies. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'il y a aussi ça. Il y a des contraintes aussi, par exemple au niveau administratif, s'il faut faire parvenir des équipes. Vous savez, dans le cinéma, il n'y a aucun projet cinématographique au monde où il n'y a que les nationaux. Il y a toujours des binationaux, il y a des gens qui viennent à l'étranger et il faut une facilitation administrative pour les visas et le droit de tournage. Mais chez nous, je crois qu'il y a une loi qui a été créée à l'époque de M. Lambert Mende qui oblige pratiquement pour un journaliste de payer 1000 $ par personne. Imaginez-vous si vous devez avoir 10 techniciens de payer 10 000. Et ça, pour un partenaire international, pour avoir juste une autorisation, il faut que je paye autant. Donc ça, par exemple, ça doit être revu. Pourtant, ça ne nous concerne pas. Généralement, nous, les techniciens du cinéma. C'est plus les journalistes comme vous, normalement. Mais bon, ils commencent à mettre à tout le monde. Non simplement ça, certaines autorisations, ce n'est pas aussi facile pour avoir certaines autorisations de tournage. Et aussi, quand vous tournez, les services de sécurité viennent toujours. Même si vous avez l'autorisation de l'hôtel de ville, du ministère de la Culture, mais ils viennent toujours, non, le quartier n'était pas informé, donc ça demandera tout ça. C'est quand même des paramètres qui compliquent, mais ensemble, je peux vous rassurer que l'environnement du pays, nous nous sommes battus pour que ça soit très flexible. Aujourd'hui, on peut dire que ça passe bien. D'accord. Votre parcours d'entrepreneur nous intéresse vraiment beaucoup. Pourriez-vous nous dire par où vous avez commencé pour en arriver là, à Tout ça la film, vos réalisations en quelque sorte? Alors, étant qu'entrepreneur, j'ai d'abord fait les études de communication. Et en études de communication à l'Université catholique du Congo, c'est-à-dire qu'il y a le cinéma. Et ça tombait que effectivement, je me suis croisé avec mon ami Emmanuel Loupia, qui est cinéaste et qui a fait des formations et qui a participé dans beaucoup de formations internationales. Il revenait du pays et il s'est décidé de se lancer avec Tout ça la film.
Et moi, j'ai appuyé ce projet parce que c'était ambitieux. Au Congo, faire du cinéma, vous dites, vous allez gagner comment, voilà. Mais l'idée, c'est que moi, cette côté expertise, communication avec lui, cette connaissance internationale du cinéma, nous sommes travaillés. Au jour, on a mis l'énergie ensemble, pas facile au départ. On a eu des bureaux à gauche et à droite, des bureaux navigateurs. Vous partez chez X, ils vous donnent des bureaux. Après, on s'est quand même commencé à s'asseoir petit à petit avec des projets avec des entreprises, des télécommunications, avec un projet sur le canapé entre l'artiste musicien Gez Mawete et l'humoriste Daniela Bongongo. Ça fait succès. Et Makila, bien avant moi, il y avait Makila qui était produit d'une grande réalisatrice congolaise, Ma Chérie et quoi, dont Tosala a produit. Le film a fait le tour du monde et dont le premier même tapis rouge de Festival de Cannes, Ma Chérie avait pu avoir. Emmanuel a fait aussi beaucoup de tours de festivals. On s'est décidé également de pouvoir embrasser le cinéma congolais avec les acteurs du théâtre populaire. On a fait consultation pastorale avec Maboké TV quand c'était venu, ça fait un grand succès. Et on a aussi fait chez Coco la série Star qui connaît un grand succès. Vraiment. Et c'est là que mettons différents partenaires au niveau du gouvernement, des entreprises de télécommunications, de banques ont compris et commencent à nous contacter pour faire des communications placement produits sur ça. Donc on a dû attendre pendant au moins, je dirais 6-7 ans pour aujourd'hui avoir la place qu'on a. Et je peux vous rassurer que nous sommes maintenant dans cette année, on projette de faire plus de 4 longs métrages et des séries télé, plus de 10. Donc on commence à avoir maintenant une régularité chaque année de produire au moins. Notre parcours est ça. Donc moi étant qu'entrepreneur aussi, j'ai beaucoup de casquettes au-delà du cinéma. Je suis aussi dans tout ce qui est art mais dans le meuble. J'adore le meuble. L'entreprise s'appelle Greca. En même temps aussi, nous voulons évoluer dans l'agriculture, dans l'élevage parce qu'un entrepreneur ne peut pas se limiter à un seul secteur. Très intéressant. Alors, entrepreneur, est-ce que vous avez déjà eu un retour d'investissement dans ce domaine de cinéma? Oui. Vous savez, les cinémas, pour avoir les matériels du cinéma, ça coûte très cher. Donc, une caméra peut te coûter dans les 100 000. Si tu dois rassembler la boîte et tout, donc ça veut dire que si aujourd'hui, tout cela qui nous avons commencé avec 0 caméra et que nous avons aujourd'hui des caméras de montant intéressant, nous avons notre parc matériel qui peut valoir à plus de 200 000 $ ou 300 000, ça veut dire qu'il y a un retour parce qu'on l'achète avec de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a un retour sur investissement. Mais après, le montant que nous on souhaite, c'est des millions. Je ne suis pas encore millionnaire. Emmanuel Lopia n'est pas encore millionnaire. Ou Madame Dorine ou Madame Tousmi, notre réalisatrice. Donc, ils ne sont pas encore millionnaires. Mais nous le serons bientôt parce que les cinémas, il y a de l'argent. Je peux vous rassurer, il y a de l'argent dans le cinéma. Et au Congo, le cinéma, le Congolais aime le cinéma. Il faut juste lui donner le moyen de suivre ce cinéma. Et nous, on a compris certaines stratégies. Nous sommes en train de travailler. Mais en termes de retour sur l'argent que nous avons investi, effectivement, nous avons déjà un retour intéressant. Mais nous nous battons encore pour avoir maintenant le moyen pour être cité parmi les millionnaires. Le Congolais aime le cinéma. Il faut simplement lui donner les moyens. Quels mots pouvez-vous adresser premièrement à ces jeunes cinéastes qui se battent pour intégrer ce milieu et aux autorités congolaises? De la patience. Tout ça, la film a été créé depuis 2014. Mais le premier bénéfice, je peux dire, les premiers résultats, c'est pratiquement en 2018. 4 ans, on va dire. Voilà. Et on a tourné un film, Makila, je crois, en 2016, c'est sorti en 2018. Et les résultats, c'est pratiquement en 2019-2020. Et ça veut dire c'est de la patience. Non seulement de la patience, mais de la stratégie. Il faut connaître, étudier le comportement de tes consommateurs. Avant d'aller, les cinéastes congolais, l'erreur qu'on fait, c'est de penser d'abord à la consommation internationale extérieure qu'est la consommation locale. Il faut d'abord que chez vous, qu'on vous accepte, qu'on vous connaisse. Le cinéma existe toujours au Congo. Quand nous prenons La vie est belle, nous prenons Riva Riva, ce sont des films qui ont fait succès. Voilà. Quand nous regardons également nos séries, nous avons des acteurs de vie de loin, Mama Kalunga, ce sont des acteurs qui font le cinéma à notre manière. Parce que si vous regardez les Indiens, on se moque souvent peut-être de leur façon de... Mais c'est leur style et c'est le deuxième industrie mondiale du cinéma. Quand nous prenons les Nigériens, ils ont leur business model du cinéma. Et notre business model aussi, c'est le théâtre populaire. Les gens consomment, les gens achètent les CD. Et aujourd'hui sur YouTube, les gens cliquent et suivent et ils gagnent de l'argent à travers YouTube aujourd'hui. Nous, c'est ça qu'on s'est dit, on va aussi les appuyer mais leur donner le côté professionnel. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. Donc, aux cinéastes congolais, de ne pas fermer les yeux
à ces acteurs, quand ils écrivent leurs histoires et un film, qu'ils pensent aussi à eux parce qu'eux sont vecteurs que les gens vous connaissent. Quand tu prends un casting comme par exemple, Décor. Décor déjà, il a une audience. Il a plusieurs millions de gens qui le suivent. Quand vous prenez Daniela Bongongo, elle a 1 million dans TikTok. Donc quand tu la prends comme actrice, tu es sûr et certain, tu es très sûr et certain que il y a des gens qui vont te suivre. Donc, il faudrait qu'il y ait de la patience, qu'ils écrivent aussi les histoires, qu'ils s'efforment. Parce que le problème, c'est que nous, dans Tous à la Film, tout le projet que nous avons, nos auteurs, nous faisons en sorte qu'ils partent dans des sessions, des formations ici au pays et ailleurs. Nous avons Junior Hassani qui va faire un film intéressant bientôt. Il a fait pratiquement beaucoup de résidences en Tunisie, au Sénégal. Nous avons également des gens que nous soutenons comme Colomb, un super réalisateur qui a fait en France des résidences. Et comme aussi une future réalisatrice que nous appuyons, Madame Tousmi Kilo, qui est superment intelligente, qui va faire un super film, une belle histoire. Elle est en train de travailler. On la soutient sur des formations. Un bon cinéaste doit s'y former, doit avoir des formations pour avoir un film de qualité. Vraiment. Et quels mots aux autorités congolaises par rapport à ce secteur? Qui soutiennent, qui mettent réellement des moyens financiers. Vous savez, notre pays, c'est un pays qui est très riche sur le plan culturel. Et aujourd'hui, quand Emmanuel Oupia, producteur, est parti au Festival de Cannes, nous étions accompagnés avec le ministre de la Communication Mouyaya et la ministre de la Culture. Ils ont compris l'importance. Quand ils ont piétiné le tapis rouge, ils ont compris qu'il faut investir dans ce secteur-là. Heureusement, il y a aussi le Fonds de promotion culturelle que nous avons rencontré dernièrement. Ils nous ont accompagnés financièrement pour qu'une délégation parte en France pour le Festival de Cannes. Et aujourd'hui, ils sont même en train de nous accompagner sur d'autres projets. Mais nous demandons d'amplifier encore, de donner des moyens au Fonds de promotion culturelle et qu'il y ait des fonds spéciaux pour le cinéma et qu'on puisse créer aussi des grandes écoles de cinéma. Parce qu'il n'y a pas vraiment des grandes écoles de cinéma. Ça permettra aujourd'hui de donner l'outil aux jeunes de pouvoir donner un cinéma de qualité. Merci, monsieur Luc Ambroise, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi que vous remercie, Madame Béni. Aux cinéastes congolais, la patience, aux autorités congolaises, le soutien et aux investisseurs, il y a de la matière, le potentiel y est. Madame, monsieur, vous avez compris, c'est la fin de votre numéro d'éco-cadrage. Merci d'avoir suivi et rendez-vous à très bientôt. Place à présent à la rubrique RDC en chiffres. Rejoignons Ravanelli Toumba. Bonjour Ravanelli, qu'est-ce que tu nous proposes pour ce numéro de 7 jours à RDC? Bonjour Sraka Yeye, bonjour chers téléspectateurs. Nous commençons cette rubrique RDC en chiffres par la gratuité de l'accouchement dont l'enveloppe s'élève à 200 millions de dollars américains. Cet ambitieux projet du programme du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi rentre dans le cadre de la santé universelle dans ces pays d'environ 100 millions d'habitants. De la conception à 1 mois du nouveau-né, en passant par la grossesse, tout sera totalement gratuit et la prise en charge sera assurée par l'État congolais. Plus de 300 hôpitaux ont déjà été choisis dans la ville de Kinshasa, dont plus de 2119 kits d'accouchement pour les maternités ont déjà été apprêtés, a souligné le ministre de la Santé, Dr Roger Kabamba. Ce programme lancé le mardi 6 septembre dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi va beaucoup soulager la population dans un contexte où 600 000 accouchements ont lieu chaque année à Kinshasa et 4 millions dans tout le pays. Passons à présent au budget 2024 de la RDC. Le projet du budget 2024 est en hausse de 24,7%, soit 17 milliards de dollars, équivaut à 40 464 milliards de francs congolais par rapport à l'année dernière. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2024 a été adopté par le gouvernement congolais. Ce dernier a fixé le projet du budget pour l'exercice 2024 à hauteur de 17 milliards de dollars américains, soit 40 464 milliards de francs congolais.
Un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 qui revenait à 32 457 milliards de francs congolais. Selon le ministre d'État, ministre de Budget, Aimé Boji Sangara, le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 a connu un accroissement de 55,6% de crédits alloués aux investissements, entraînant ainsi une amélioration de sa part dans le budget général de 35,8% en 2023 à 49,6% en 2024. Marché de produits miniers, l'augmentation de prix dans la semaine du 4 au 9 septembre des produits miniers en RDC. Le cuivre passe de 8 269 $ américains à 8 377 $ la tonne, soit un écart de prix positif de 108 $. De même, le cobalt affiche une tendance haussière à 32 733 $ la tonne contre 32 728 $ la tonne la semaine passée, soit une légère hausse de 5 $. Le zinc a haussé de 2301 $ la tonne à 2391, soit un écart de valeur de 90,4 $ américains. L'or aussi passe de 61,31 $ américains la tonne à 62,19 $, soit un écart de valeur de 0,88 $ américains. Place à présent au coût de bons de trésor indexés, 53,2 millions de $ américains, et le coût levé par le gouvernement congolais par le biais du ministère de Finances au cours d'une opération d'adjudication des bons de trésor indexés, BTI en sigle, du 29 août 2023. Le montant servi a été de l'ordre du jour 53,2 millions de $ américains, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 114,4%. L'adjudication de bons du trésor indexés du 29 août 2023 a une maturité de 6 mois dont les soumissionnaires seront remboursés la totalité de leur soumission le 27 février 2024. Dans son communiqué d'annonce de cette opération, le gouvernement congolais avait manifesté la volonté d'emprunter 50 millions de $ américains sur le marché pour couvrir les charges publiques, note Zumeko. Et pour clore cette rubrique, selon le cours d'échange fourni par la Banque centrale le 6 septembre dernier, $1 américain vaut 2400 francs congolais au cours de l'acheteur et 2500 francs au cours du vendeur. 1 euro vaut 2600 francs congolais au cours de l'acheteur et 2700 francs au cours du vendeur. 1 franc CFA vaut 4 francs congolais au cours de l'acheteur et 4,17 francs au cours du vendeur. 1 yuan, monnaie chinoise, vaut 335 francs congolais au cours de l'acheteur et 348 francs congolais au cours du vendeur. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette rubrique RDC en chiffres. La suite de 7 jours en RDC avec Sarah Kaili. Une fois de plus, bienvenue amis téléspectateurs, vous qui venez de vous joindre à nous, vous suivez 7 jours en RDC, une production de 24 News Agency diffusée sur Business 24 Africa. 16 milliards de $ américains, c'est le budget alloué pour l'exercice en cours. La RDC mérite mieux. La Direction générale des impôts, grand contributeur du budget, s'emploie à maximiser les recettes de l'État par l'impôt dans un pays où la culture d'impôt reste une préoccupation. La République démocratique du Congo, un pays d'environ 100 millions d'habitants selon certaines estimations, et où les activités économiques s'exercent par millions au sein de la population, souffrirait du manque de culture fiscale. Une réalité qui ne permet pas au pays d'avoir les moyens de bien exercer sa politique. La Direction générale des impôts, la société de l'État chargée de la collecte de l'impôt à travers le pays, est à pied d'œuvre pour une meilleure politique fiscale. Et à travers son directeur général, Barnabé Mouakadi, nommé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les choses bougent, mais le chemin reste encore long. Alors, qu'est-ce qui explique le faible taux de participation des contribuables et que faire pour remédier à ces situations? Regard sur la culture fiscale en République démocratique du Congo, nous en parlons avec M. Mac Makadi.
Il est le chef du bureau de la communication à la Direction générale des impôts. Bonjour Monsieur Matt. Bonjour Madame. Et merci de nous accorder de votre temps. Merci. Alors, nous parlons de la culture fiscale. Commençons par un peu de vocabulaire. Qu'est-ce donc la culture fiscale? La culture fiscale, en termes clairs ou brefs, c'est le fait d'amener tout Congolais ou tout étranger qui a choisi le Congo comme sa seconde patrie à participer à la contribution aux charges publiques de l'État. Et la participation passe par le paiement des impôts. Et c'est ça le rôle qui est dévolu à la Direction générale des impôts. Donc la culture fiscale, c'est pratiquement un enseignement que la 2GI est en train de faire pour amener le contribuable congolais ou celui qui doit payer l'impôt à ne pas se soustraire du paiement de l'impôt. Puisque c'est grâce à l'impôt que nous arrivons à couvrir les charges publiques. Quelle lecture faites-vous de ce concept ici en RDC? De ce concept En RDC. Au fait, en RDC, depuis que la RDC, depuis les indépendances au 30 juin 60, on avait une culture fiscale qui nous avait été inculquée par les colons, Les Belges. les Oui. Belges. Quand les Belges sont venus dans notre pays, ils ont inculqué à nos grands-parents et à nos parents la culture fiscale. Ok? Justement. Comme la Belgique ne vit que des impôts, déjà eux, ils avaient cette culture fiscale. C'est comme ça qu'à son temps, quand les Belges sont arrivés, si vous posez la question à un grand-père, s'il sait ce que c'est Paco, il va vous expliquer clairement, il va vous parler de Paco Amabele, comme pour dire le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et auquel cas, quand vous y habitez et vous y vivez, vous devez participer, comme on dit dans la Bible, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et les Belges nous ont inculqué à nos grands-parents cette culture-là. Et dans nos villages, nos parents étaient en train de payer l'impôt. Mais il s'est avéré que après l'indépendance, les gouvernements qui se sont succédés, n'est-ce pas, ont fait perdre aux Congolais de la génération qui est venue après l'indépendance la notion de l'impôt. D'où la perte de la culture fiscale. Si bien que beaucoup de gens ont perdu la notion du pourquoi payer l'impôt. Puisque les Belges avaient dit à nos grands-parents du pourquoi on doit payer l'impôt. Mais quand les Belges sont partis, au lieu de relayer cette culture à la jeunesse, malheureusement il y a eu une cassure. Si bien qu'il y a une génération qui est née après les indépendances qui a perdu la notion de payer l'impôt. Ok? Et là, on avait plongé dans l'incivisme fiscal. C'est comme ça que, avec l'avènement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'arrivée du DG Barnabé Mouakadi à la tête de la 2GI, nous avons régenté cette notion de culture fiscale pour ramener les Congolais qui avaient perdu la notion de l'impôt à pouvoir s'approprier et à pouvoir savoir ce que c'est l'impôt. Et puis, plus il connaît l'impôt, plus il quitte l'incivisme, plus il commence à payer les impôts. Les Congolais ont visiblement perdu cette culture fiscale. Oui. Aujourd'hui, on estime à moins de 300 000 les nombres de contribuables. Et avant de chercher à comprendre pourquoi ce nombre a autant chuté, dites-nous, quand on entend par contribuable, c'est qui un contribuable? Le contribuable, c'est tout celui qui est appelé à payer son impôt. Il est appelé contribuable. Il peut être personne physique ou personne morale. Tout celui qui a l'obligation de payer un impôt, à quelque titre que ce soit, est appelé contribuable. Donc si nous comprenons bien, il y a deux types de contribuables, les personnes morales et les personnes physiques. Oui, au fait, je ne voudrais même pas parler de deux types de contribuables. J'ai dit, il y a deux types de personnes. Ok. N'est-ce pas? Le contribuable, c'est une personne. La personne peut être morale, tout comme elle peut être physique. La personne morale, c'est qui? C'est par exemple une entreprise. Je prends les cas d'espèce, la 2GI
c'est une personne morale. Si la DGI est appelée à payer l'impôt, elle paye en tant que personne morale. Mais si la personne du DG Barnabé Mwakadi doit payer son impôt, il est contribuable et il paye son impôt en tant que personne physique. Ok? Toutes les deux personnes sont des contribuables. Chacun a son titre par rapport à l'impôt auquel il est assujetti, voilà. ou elle est assujettie. Donc si nous comprenons bien, tout citoyen congolais est logiquement contribuable. Tout le monde est contribuable. Alors qu'est-ce qui fait qu'actuellement nous avons moins de 300 000 contribuables en RDC? Voilà. Nous avons moins de 300 contribuables en dépit du fait que nous sommes environ 100 millions d'habitants. Tout part de la perte de la culture fiscale dans le mental du Congolais. N'est-ce pas? Oui. Depuis, je l'ai dit en préambule, depuis les indépendances, les colons nous avaient appris le pourquoi on doit payer l'impôt. Mais après, quand notre pays a accédé à l'indépendance, ceux qui se sont succédés ont fait perdre aux Congolais que nous sommes la notion du pourquoi on doit payer l'impôt. Et ce qui a fait que beaucoup de gens se sont soustraits du paiement de l'impôt. Et pourquoi? Pourquoi? Puisque à un certain moment, la RDC, à l'époque Zaïre, vivait beaucoup plus avec la GECAMINE. La GECAMINE était considérée comme étant le poumon économique. Et tous les poids du Congo étaient basés à la seule GECAMINE. Lorsque la GECAMINE paye quelque chose à l'État, ça pouvait couvrir une très bonne partie de ce que l'État attendait dans son budget. Donc on pouvait se passer des impôts. On pouvait se passer de certains impôts. C'est ce qui a fait que, partant de ce fait-là, les gens ne savaient plus payer les impôts et ils en ont fait une habitude. Okay? Une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude. Or, quand on a déjà acquis une mauvaise habitude, pour rentrer aux bonnes habitudes, ça demande beaucoup d'efforts. Et parlons justement de ces efforts. La DGI est en train de mener des campagnes en vue de réinculquer cette culture. Pensez-vous qu'il suffit de battre campagne, de dire aux gens payez l'impôt pour qu'ils arrivent à payer cet impôt finalement? Pensez-vous que c'est suffisant? La DGI fait payer les impôts au regard de la loi. Ok? Oui. Donc la loi, la DGI accompagne la loi qui est établie en matière d'impôts pour payer les impôts. Ok? Une fois les lois sont votées par le Parlement, on les met à notre disposition. Nous avons l'obligation de passer à la vitesse supérieure pour vulgariser et sensibiliser. Le but poursuivi, c'est amener les contribuables, beaucoup plus les récalcitrants, ceux qui sont dans l'incivisme, qui sont encore dans l'incivisme fiscal, à pouvoir payer les impôts, puisque l'impôt ne se paye pas de gaieté de cœur. L'impôt est contraignant. Alors, lorsque quelque chose qui ne se paye pas de gaieté de cœur, n'est-ce pas? Oui. Lorsque quelque chose ne se paye pas de gaieté de cœur, on doit pousser quelqu'un à le faire. Avec des sanctions. Voilà, c'est pourquoi la loi ou les lois à elles seules prévoient déjà les sanctions qui s'en suivent si quelqu'un ne paye pas son impôt. Alors lorsqu'on parle de culture fiscale, il y a deux termes qui reviennent souvent. Il y a évasion fiscale et fraude fiscale. Pourriez-vous nous expliquer ces deux termes? Je commence par la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est quoi? C'est le fait qu'un contribuable, n'est-ce pas, qui devait payer par exemple 1 milliard de dollars à l'État congolais, il élude d'une partie. En lieu et place de payer 1 milliard, elle vient déclarer par exemple 1 million. 1 million de dollars. N'est-ce pas? La différence sur les 1 milliard qu'il devait payer, la différence qu'il n'a pas payé, ça c'est une fraude fiscale. Ok? L'évasion fiscale, c'est quoi? Au fait, c'est le fait que les contribuables congolais, n'est-ce pas, a payé par exemple son impôt. Au lieu que ça puisse contribuer à pouvoir, comment dirais-je, développer la nation, n'est-ce pas? Cet argent va ailleurs, n'est-ce pas? On parle d'évasion. D'évasion. Au fait, c'est ça, le fait
que le revenu qui devait profiter au Congo va ailleurs. Profite à des individus, voilà. Justement. L'évasion fiscale, ce sont des termes comme ça. Justement, dans votre bataille pour inculquer la culture fiscale dans le chef des Congolais, quels sont les obstacles que vous rencontrez? Les obstacles que nous rencontrons, au fait, d'abord comme je l'ai dit au départ, tout le monde est contribuable, personne physique ou morale. Il y a certaines difficultés que nous rencontrons, par exemple dans les chefs de gouvernants. Ça, nous devons nous le dire. Il y a certains gouvernements qui ne sont pas prêts à accompagner le chef de l'État dans sa vision. Ok? Les agents des impôts peuvent être en train de se mobiliser pour que les contribuables payent les impôts. Nous avons eu à constater, mais il y a eu une diminution très sensible depuis l'avènement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a du progrès alors? Il y a du progrès très sensible, puisqu'à l'époque, vous pouvez être sur le terrain en train de faire asseoir l'impôt, vous trouvez une injonction qui vous dit, celui-là, il ne faut pas les toucher, n'est-ce pas? Donc il y avait la notion des intouchables, n'est-ce pas? Avec l'avènement du nouveau chef de l'État, en tout cas, cet aspect ayant trait aux intouchables n'a pas encore disparu, mais a sensiblement diminué. Ce qui fait que tout celui qui était en train de se soustraire, il y a bon nombre qui commencent à se conformer. C'est pourquoi vous voyez les recettes de la 2GI, depuis que le DG Barnabé est là, nous ne faisons que aller de l'avant. Donc il y a entre autres ça. Ceci est très prometteur pour l'avenir. Merci M. Mac d'avoir répondu à nos questions. Ok, merci. Les téléspectateurs, vous l'avez sûrement compris, c'est la fin de notre entretien. Nous étions avec M. Mac Makadi. Je rappelle qu'il est le chef du bureau de la communication à la Direction générale des impôts et nous parlions de la culture fiscale en République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Les nouveaux business vers une solution pour le développement de Maïndombe, grâce à la vente du crédit carbone, ERA Congo a choisi le territoire d'Inongo pour réaliser son projet RED Plus Maïndombe. RED Plus qui veut dire réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation de forêts. Un projet piloté par la société Wildlife Works sur une superficie près de 300 000 hectares. Nous allons retrouver Clémence Feza qui nous conduit dans la province de Maïndombe à travers ce grand reportage. L'une de richesse insoupçonnée aux portes de Maïndombe, sous les pieds de ce quelques 300 000 hectares de forêt primaire, les territoires d'Inongo regorgent une concentration de crédits carbone qui serviront comme pont pour le développement des communautés locales. C'est quoi un crédit carbone? Pour nous ici, je parle de crédit carbone forestier. Donc, quand une concession est mise en exploitation forestière, elle coupe le bois et ce bois-là, ainsi que toutes les composantes d'un arbre, peuvent maintenant se transformer en CO2 et contribuer aux émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a aussi les activités agricoles. Lorsqu'on coupe, on brûle, on envoie le CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 contribue maintenant à l'augmentation de la température du système global. Alors, les crédits carbone, lorsqu'on met cette concession, par exemple, en conservation, on évite que cette quantité-là, cette portion-là, qui devait être détruite et envoyer le CO2 dans l'atmosphère, on évite qu'elle soit justement détruite et qu'elle envoie le CO2 dans l'atmosphère. Donc, cette portion des gaz hypothétiques qui aurait pu aller dans l'atmosphère si on avait le business as usual, c'est cette portion-là qu'on appelle crédit carbone. Et il est transformé en équivalent de tonnes de CO2 et il peut être vendu sur le marché.
Situé derrière le lac Mai-Ndombe, c'est à travers ce lac noir que la société ERA Congo navigue pour atteindre ses 256 000 hectares de sa concession des conservations et 48 000 hectares réservés pour les communautés locales selon un contrat signé entre cette entreprise, les gouvernements congolais et les communautés locales. Mais comment fonctionne une entreprise de la vente de crédit carbone? Dès que vous devez avoir une certification. Généralement, nous invitons un organe de certification qui vient ici. Il va vérifier les mesures de diamètre, notamment des arbres, hein, vérifier que ce que nous avons mis dans notre rapport est correct et que les quantités, la biomasse que nous avons déclarée est correcte. Parce que la biomasse, c'est ça qu'on appelle le facteur d'émission. Hein? Donc il faut avoir des arbres pour qu'il y ait des émissions de gaz à effet de serre, puisque ça vient du fruissement ou du brûlage des arbres. Alors, une fois que vous êtes certifié, vous disposez des crédits carbone que vous pouvez mettre sur le marché international. Le prix actuellement ont baissé, donc nous sommes arrivés avec des prix de $15 et on est maintenant revenu entre 7,5 et $10. Donc nous sommes, nous, sur le marché volontaire. Donc les gens ne sont pas obligés d'acheter nos crédits. Ils les achètent volontairement. Hein, ils achètent les crédits volontairement s'ils le veulent. Et nous sommes aussi sur le marché libre. Ça voudrait dire que les prix augmentent en fonction ou diminuent en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Parmi ses missions principales, on cite la conservation forestière et la vente de crédit carbone. ERA Congo a mis en place son programme RDD+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation de la forêt pour faciliter le développement du milieu. Nous préservons les arbres pour protéger la forêt. Un peu partout, la forêt est dévastée. Et si nous aussi coupons nos arbres, quel sera notre sort dans les jours à venir? Alors, nous devons protéger les arbres qui nous restent. En ce qui concerne les chèvres, ils détruisent la bouture. Je suggère de bien les encadrer afin de ne pas détruire nos champs. Dans plusieurs villages, les communautés locales ont adhéré à ces programmes, satisfaits pour le rendement et, d'ailleurs, se sont transformés en observateurs, conservateurs et protecteurs de milieux. Mais quel est donc son impact? Voici les témoignages de quelques bénéficiaires. Nous sommes les NI, nous travaillons beaucoup sans avoir intérêt. Mais à partir de ERA qui nous a aidés, chaque fin du mois, nous sommes récompensés par ERA. Je récolte le manioc, je le plonge dans l'eau et ensuite je le nettoie. L'étape suivante est celle de les mettre au feu. Nous sommes reconnaissants de ERA parce qu'il a construit pour nous l'hôpital et aussi le robinet d'eau. ERA a beaucoup contribué pour la communauté. tolakisi ba mama ke botala variété mosusu toye nango makemba bilanga makemba pe soki bongi na bango pe osala wana nyonso eza pona ka pona communauté batika bazamba musika baya pembe. ERA m'a formé. J'ai appris à faire le jardin, élever les chèvres et à produire des chikwang. Tout le monde ici bénéficiera de la même formation grâce à ERA.
ERA Congo recourt à la pisciculture, la culture agricole intensifiée de manioc, la reconstruction des écoles, la construction des hôpitaux pour aider la population à lutter contre la déforestation. Comment donc ces communautés locales bénéficient et participent dans ces projets? Dans notre modèle, les communautés reçoivent 25% du brut. Et après, il y a un partage de bénéfices entre le gouvernement congolais, disons les différentes institutions gouvernementales et nous, à parité égale. Donc 50%, 50%. Les communautés, pour les dernières ventes, bénéficient de... Je ne voudrais pas donner des chiffres exacts à cause de... Vous comprenez la sensibilité, mais les communautés bénéficient de quelques dizaines de millions de dollars qui sont nécessaires pour la réalisation de leurs activités. Maintenant, comme on ne peut pas les utiliser en une année, donc on va faire un placement en DAT et puis ils vont avoir des bénéfices, donc un pourcentage qui va être utilisé chaque année pour leurs activités. Un dépôt à terme. Donc on va trouver une banque dans laquelle on va faire un dépôt à terme d'une portion de ces financements-là et qui va générer des intérêts, lesquels intérêts vont être récupérés chaque année pour les activités des communautés. Lancé en 2011 avec un appui de quelques pays tels que le Kenya, ERA Congo a déjà vendu 23 millions de tonnes de crédit carbone aux grands acheteurs tels que Shell, Delta Airlines et bien d'autres. C'était dans un marché volontaire et le prix varie selon l'offre ou la demande. C'était entre 2011 et 2021. Malgré les défis énormes restent à relever, l'entreprise ERA Congo s'est dit satisfaite de résultats sur terrain. Elle compte étendre ses activités dans d'autres provinces de la RDC avec l'accord de communauté locale de Mai Ndombe. Tout est bien qui finit bien, amis téléspectateurs. Vous avez suivi 7 jours en RDC, une production de 24 News Agency, diffusée sur Business 24 Africa, la chaîne panafricaine spécialisée en économie et développement. Un grand merci à vous tous qui êtes devant vos écrans pour suivre cette émission et merci à toute l'équipe de 24 News Agency. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine.